Alice Perrin, secrétaire générale d'AMG France. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence de presse exceptionnelle d'AMG France, pendant laquelle on va pouvoir parler des résultats du vote du comité directeur d'AMG, qui s'est donc prononcé sur la signature, pour ou contre la signature du texte conventionnel proposé par l'assurance maladie. Je vais passer la parole à Agnès Gianotti, notre présidente, dans quelques instants. En attendant, si les différents journalistes peuvent indiquer leur nom, prénom et leurs médias, s'il vous plaît, pour passer la parole, ce sera plus facile pour nous. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être là et je vais donc passer la parole à Agnès Gianotti, la présidente d'AMG France. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde est rentré ou il y en a encore en salle d'attente peut-être? Cognac G. Alors, pour l'instant, là, il n'y a plus de participants en salle d'attente, donc tu peux démarrer. Donc, on peut y aller. Bon, merci à vous tous d'être là, aux médecins du syndicat, mais surtout aussi aux journalistes. Donc, le comité directeur de notre syndicat a voté. Il faut d'abord vous dire peut-être comment on fonctionne, c'est-à-dire que le MG France est une fédération de départements regroupés en régions. Et donc, pendant ces 2 jours, les régions ont concerté tous les départements pour avoir les retours des votes. Et dans le comité directeur, il y a tous les délégués régionaux plus 30 élus par l'Assemblée générale. C'est donc ces 45 personnes qui pouvaient voter en se faisant le porte-parole des décisions des départements et des régions. Il y avait donc il y a eu 98% de participation et 100% ont dit non à la signature. Je pense que c'est historique dans notre syndicat. Et un vote négatif à l'unanimité de MG France, un syndicat constructif qui a porté toutes les évolutions professionnelles. Je pense que vraiment, ça doit être de nature à faire réfléchir les politiques. Hier, nous avons eu une réunion avec le comité directeur, mais étaient invités tous les adhérents qu'ils souhaitaient pour témoigner, poser des questions, discuter. On avait près de 300 participants et ça a duré presque 4 heures. Et ils sont tous restés en ligne. Donc ça aussi, je pense que c'est vraiment un indicateur. Et nous avons surtout écouté pour comprendre, pour entendre et pour pouvoir se faire les porte-paroles de tout ce qui a été dit. Je vais vous donner juste quelques témoignages parce que vraiment, il y a eu des moments poignants avec des gens qui témoignaient des sanglots dans la voix. Je vous assure qu'on a été très touchés. Donc, je vous en cite quelques-uns. Sachez que vous pourrez trouver sur Twitter ou que vous seront envoyés un verbatim de certains extraits, pas de l'ensemble, hein, puisque ça durait 3-4 heures, mais de certains extraits. Il y en a une qui dit « J'ai l'impression de vivre dans une société qui ne nous comprend pas. Pourquoi favoriser la médecine à la chaîne ?» Une autre qui dit « Je me lève le matin la boule au ventre, écœurée, mais qu'est-ce qu'on a fait mal ?» Une autre, je suis dans une crise existentielle, je suis à 2 doigts de quitter un boulot que j'adore pourtant. Une autre, je suis une mauvaise élève, je ne bosse que 35 heures pour pouvoir élever mes enfants. J'adore mon métier, j'adore mes patients et je fais du mieux que je peux, mais je n'en peux plus, ma remplaçante vient d'ailleurs de partir. Et la dernière que je vous citerai, mais sinon on pourrait continuer longtemps, on pousse les médecins au déconventionnement, on a le sentiment que le gouvernement souhaite une médecine inégalitaire. Le ressenti principal, vraiment, c'est le manque de reconnaissance pour l'engagement de ces professionnels qui se donnent à fond chaque jour, qui l'ont fait pour le Covid, qui n'ont jamais été remerciés, jamais reconnus, et à qui aujourd'hui le ministre dit il faut travailler plus, et le président de la République aussi, il faut travailler plus, vous ne bossez pas assez. Et on est tous déjà à 55 heures en moyenne. Et ceux qui font moins, c'est parce qu'ils ont des contraintes qui font moins. Mais on a vraiment besoin de tous. Et cet engagement, c'est ça le premier engagement territorial. C'est de soigner nos patients, c'est d'être là à côté d'eux au quotidien. Et dire qu'il faut qu'on s'engage, ça sous-entend qu'on ne le fait pas. Et ça, c'est absolument inaudible pour la profession. Donc, s'entendre dire que c'est du donnant-donnant, qu'il faut qu'on travaille plus. Pour nous, cette convention, en fait, ce n'est pas droits et devoirs, c'est devoir et devoir. C'est-à-dire que notre premier devoir, c'est d'arriver à rester en place alors qu'on n'en peut plus. Et on nous rajoute encore des devoirs, de bosser le soir, la nuit, le week-end, d'être joignable à tout moment. 55 heures, ce n'est pas assez, mais il en faut combien ?
c'est ahurissant. Donc, c'est ce ressenti qu'exprime le vote à l'unanimité. Sans oublier que conditionner la simple mise à niveau du tarif des consultations au fait de travailler plus, franchement, c'est inadmissible. Ça veut dire quoi? On va dire, dans tous les autres emplois, on vous fait une mise à niveau à cause de l'inflation, mais par contre, vous ferez X heures en plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils l'ont fait avec les profs. Total, le résultat des courses est vite fait. Il n'y a plus de profs dans les écoles. Plus personne ne veut être enseignant. Qui va s'occuper de nos enfants? Et pour la médecine de ville, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on prend le même chemin. À force d'utiliser de la coercition et de vouloir taper sur les gens qui sont en exercice, c'est pas compliqué. Qui va soigner la population demain? C'est à cette question que les propositions qui nous ont été faites dans cette négociation conventionnelle ne nous ont pas du tout convenu parce que ça ne répond pas à ça. On ne sait pas avec qui on va soigner la population demain. Donc, MG France refuse la signature de cette convention car elle ne répond pas à l'objectif majeur de donner un médecin traitant à chaque Français et nul doute que le traitement proposé, si on l'appliquait, aggraverait le mal. Nous avons la profession médicale la moins attractive, aussi bien au niveau de la rémunération qui soit inférieure de 40% à celle des autres spécialités. Et là, c'est pareil. La première séance de négociation, j'ai commencé en disant à acte égal, tarif égal entre les spécialistes en médecine générale que nous sommes et les autres spécialités. Nous sommes tous des spécialistes. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir avant-hier, dans les propositions, qu'il était acté que les spécialistes des autres spécialités avaient dès aujourd'hui une consultation qui était évaluée à 30 € puisqu'on considérait qu'il était normal qu'ils appliquent systématiquement une majoration de 5 €. Donc ça, c'est inadmissible. Et si on veut des conventions à l'avenir, il faut arrêter cette discrimination parce que c'est clair, sinon on n'aura plus assez de médecins généralistes pour soigner la population. Alors, on est la moins attractive au niveau financier, on est la moins attractive aussi au niveau des conditions de travail. Qui s'étonne que les jeunes aient envie d'être salariés? 35 heures, congés payés que nous n'avons pas. N'oubliez pas que nous n'avons pas de congés payés. Quand on part, il faut payer le remplaçant, il faut payer les charges du cabinet. Donc, en fait, nous payons nos vacances. On ne nous les paye pas. Donc, quand on entend le ministre nous parler d'un 13e mois, franchement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre. Et donc, on peut imaginer très bien que nous passions tous en salariat parce que les conditions de travail devenant trop difficiles, on va aller faire pour salaire égal, si ce n'est plus, un travail beaucoup plus facile. Simplement, pour un médecin salarié, c'est 500 patients médecins traitants en moyenne. Un médecin libéral, c'est 1000 patients médecins traitants en moyenne. Ça veut dire que d'un seul coup, il y a la moitié de la population qui perd son médecin traitant. Donc, en fait, la vision qui sous-tendait ces négociations conventionnelles, elles étaient déjà présentes dans le discours du président de la République qui nous avait vraiment mis en colère. Et ce n'est pas étonnant parce qu'on a vu ce discours mis en application et on n'avait pas rêvé. Ensuite, ça a été mis dans la lettre de cadrage du ministre qui ne nous allait pas non plus. Ça a aussi tenté d'être écrit dans l'amendement rajouté dans la PPL RIST pour cadrer les négociations conventionnelles. Donc, en fait, c'est bien le gouvernement et l'État qui a verrouillé ces négociations et qui a laissé une marge de manœuvre à la CNAM vraiment minimale. Vous rajoutez ça avec un budget en baisse pour la médecine de ville et la messe est dite. C'est-à-dire qu'on nous dit ce qu'il faut faire. On n'a que le choix de la couleur de la peinture, quoi. C'est tout. Donc ça ne pouvait pas être des conditions correctes de négociation pour arriver à un système de santé qui convienne à la population et à nous. Donc, il est évident que des négociations pour l'avenir, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres, doivent répondre vraiment à deux objectifs principaux. L'attractivité du métier de médecin généraliste traitant. Et d'ailleurs, nous vous annonçons que nous allons lancer un observatoire de la démographie médicale des médecins traitants pour surveiller ce qui se passe, le nombre qui partent, le nombre qui viennent s'installer, est-ce que les jeunes viennent ou ne viennent pas, parce que ça devient un repoussoir, notre profession. Et donc, du coup, le nombre de patients qui se retrouvent sans médecin traitant, comment on va faire face? On va essayer de regarder tout ça de près parce que ça ne nous amuse pas du tout. C'est évidemment l'inverse qu'on voulait. La deuxième chose aussi qui était totalement absente, c'est
ahurissant des propositions faites initialement, c'est la prise en charge d'une population qui vieillit. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune proposition sur la table, ni pour la consultation longue du médecin traitant, ni pour les visites des patients que nous, les médecins traitants, on va voir qui ne sont que des patients qui ne peuvent pas se déplacer. Même sur le forfait, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune proposition au départ sur les patients âgés et chroniques, alors que c'est évidemment le défi essentiel que le pays doit affronter en matière de santé. Par contre, il y avait toutes les propositions sur les soins urgents, la permanence des soins, les soins urgents, les one-shots, comme j'appelle, et jusqu'à la fin. C'est cette vision-là. Donc, petit à petit, on a fait remettre des choses, mais à minima. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il n'y avait rien sur ce sujet-là dans les premières propositions. Bon, c'est pour tout ça que MG France dit non et dit non à l'unanimité. Se sentant incompris dans un mouvement de colère et de ras-le-bol, certains parlent de déconventionnement. Et ça, nous ne pouvons pas du tout adhérer à ce mot d'ordre, qui reviendrait soit à ne soigner que les plus riches, soit à se jeter pieds et poings liés dans les bras des assurances privées et autres fonds de pension. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas soutenir, qui serait délétère pour tout le monde, d'autant plus que la privatisation des soins primaires a démarré, et que donc précipiter ce mouvement, c'est quelque chose qui ne nous va pas. À la vision dessinée par le discours du gouvernement, nous en opposerons une autre, responsable, équitable et solidaire. MG France reste profondément attachée au processus conventionnel, à une assurance maladie solidaire très menacée par la politique menée et à la lutte contre les inégalités sociales de santé. Une fois le règlement arbitral passé, MG France répondra présent pour revenir autour de la table des négociations, mais ça sera pour négocier une convention qui devra donner aux médecins envie de s'installer comme médecins traitants et qui mettra comme priorité la prise en charge des patients âgés et de ceux qui souffrent de maladies chroniques. Mais pour aboutir, il faudra que les conditions réelles d'un dialogue social soient réunies, c'est-à-dire pas d'irruption du législateur sur le contenu de la négociation, une lettre de cadrage ministériel qui ne soit pas hors sol, contrairement à celle qu'on avait là, et évidemment une enveloppe suffisante qui laisse entrevoir la possibilité de réparer l'absence d'investissement sur les soins primaires dans notre pays. Rappelez-vous le Ségur de la santé, il n'y avait rien pour la ville, et donc les propositions qui nous ont été faites sont dans cette lignée-là, et ne nous permettez pas de signer quelque chose de convenable. Voilà, je suis à votre disposition si vous voulez nous poser des questions. Merci Agnès. Alors, je vous propose, je propose aux journalistes de pouvoir lever la main, parce que comme on est beaucoup, je ne sais pas si je vais vous repérer tous. N'hésitez pas à… Solène Poulenec a déjà levé la main. Voilà, bien, allez-y, Madame Poulenec, peut-être en rappelant votre média. Oui, bonsoir, Solène Poulenec pour les Échos. Est-ce que vous pourriez nous redire, pour qu'on puisse mettre ça en perspective pour nos lecteurs, combien de fois vous vous êtes retrouvés dans une position d'opposition par rapport aux propositions de l'assurance maladie sur une convention? Est-ce que c'est déjà arrivé? Combien de fois? Et est-ce que, du coup, pourriez-vous nous dire un petit peu plus ce que vous pouvez attendre du règlement arbitral là? Comment vous abordez ce processus? Le règlement arbitral, c'est l'État qui va décider tout seul avec la CNAM. Donc, comme nous avons quand même négocié jusqu'au dernier moment pour faire avancer les choses qui nous paraissaient les plus sensées, parce qu'il y a des choses quand même hors sol qui nous ont été proposées, comme ces histoires de tarifs différentiels suivant le fait qu'on coche ou pas ce qu'ils appellent l'engagement territorial. Donc, vous imaginez, ça donnait un cabinet médical où, par exemple, cocher les cases pouvait faire certains tarifs. Celui d'à côté, cochait pas les cases, pouvait pas faire le même tarif. Si on travaille moins pour une raison X, on peut plus appliquer les tarifs. Les remplaçants, comment on va les avoir? Ils vont aller remplacer qui? Enfin, c'est hors sol leur proposition. C'est vraiment… Je pense que les politiques oublient que derrière leur tableau Excel, il y a des êtres humains. Hein, et ça, il faudra quand même leur rappeler. Alors, sur les règlements arbitrales, j'avais une magnifique anti-sèche que j'ai perdue. La troisième. Agnès, c'est troisième. Il y a eu deux précédents dans le cas du règlement arbitral. Donc là, on est sur le troisième. Oui, mais ils sont anciens, les autres.
Oui, 98 et je crois en Oui, 2010, 2010-2011. 2010-2011, voilà. De mai C'est-à-dire 2010 à juillet 2011. Donc, c'est la troisième fois que vous vous opposez à la proposition, c'est ça? C'était pas forcément nous, hein. Il y a une fois, c'était les spécialistes qui n'avaient pas signé. Ah oui, là, c'est tout syndicat confondu. Là, je pense que de toute façon, il faut qu'il y ait 30% dans chaque collège, 30% chez les généralistes et 30% chez les spécialistes. Nous étions en capacité de signer seuls si nous l'avions voulu chez les généralistes. Si nous ne signons pas, il faudrait que la CSMF puisse trouver un autre syndicat pour signer, ce qui est très, très peu probable, puisque ceux qui sont représentatifs sont la FMF et l'UFML. Donc, en fait, voilà, personne ne signera, quoi. Donc, on retournera à la table des négociations probablement après la mise en place du règlement arbitral. Normalement, ça se fait dans les 2 ans. Alors, Madame Marquez de Dégora. Et excusez-moi, quand vous disiez c'est la troisième fois qu'il y a un rejet global, c'est ça? Enfin, c'est pas pour MG France. Est-ce que vous aviez déjà refusé, vous, MG France? oui, on a déjà refusé. En 2005, notamment, il y a eu un refus d'MG France de signer. À l'époque, c'était la fin de l'option médecin référent qui avait été oui. décidée Absolument. par nos adversaires. Et c'est pour ça qu'on avait refusé de signer une convention qui desservait notoirement les intérêts de la médecine générale. Il y a eu aussi un règlement arbitral assez récent sur l'ACI des MSP, je crois. Oui. Oui. Sur le financement des maisons de santé et qui a abouti. Donc, le règlement arbitral avait duré 2 ans dans ce cas-là. Alors, Madame Bref, Madame MG France, on n'est pas des maniaques de la signature, quoi. Madame Marquez Dégora. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Absolument. Je voulais juste savoir, est-ce que vous allez participer ou renforcer, enfin continuer déjà le mouvement de fermeture des cabinets du samedi matin, rappeler à continuer ce mouvement, ou même renforcer le mouvement de protestation là, pour mettre un petit peu de pression, et rappeler par ailleurs quels seraient vos prérequis indispensables pour un prochaine proposition conventionnelle, quoi. Les prérequis, je viens de vous les donner. C'est déjà que les objectifs soient les objectifs prioritaires pour offrir un accès aux soins à la population, c'est-à-dire quelque chose qui rende notre profession attractive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qui rattrape les retards par rapport aux autres spécialités en particulier, mais pas que, et qui mette le soin aux patients chroniques et aux patients âgés dans les principaux objectifs, qui ne s'occupent pas que du one-shot et de l'affichage. Mais bon, il peut y avoir deux. Donc, ça sera vraiment ça l'essentiel. C'était quoi l'autre question que vous m'avez posée? Est-ce que vous allez durcir les le mouvement de mouvements. contestation? Oui. Il va falloir que la profession se protège face à tout ça. Donc, je pense que notre mouvement de protestation qui a été lancé sur Stop aux heures supplémentaires, ça me paraît une bonne idée de le continuer, mais on va voir ça tous ensemble. Pour l'instant, les décisions n'ont pas été arrêtées. Mais le SAS, par exemple, ça me paraîtrait une bonne idée de continuer à ne pas donner de créneau au SAS et qu'ils se débrouillent sans nous, parce que là, vraiment, c'est trop. Donc, stop aux heures supplémentaires et protégeons-nous. Il va falloir protéger la profession, elle est en souffrance. Donc, peut-être qu'on peut faire d'une pierre deux coups. Donc, le SAS, service d'accès aux soins, qui est en vigueur dans certains départements et qui demande aux médecins généralistes de travailler en plus de leurs horaires du cabinet pour faire de la régulation, pour donner un coup de main au centre 15 pour les appels urgents. Monsieur Beau? Oui, bonjour, Alexandre Beau d'Espace Social Européen. Juste une question, déjà un petit commentaire. Au moment où Agnès prenait la parole, on a reçu une invitation presse du ministère de la Santé pour faire un briefing, comme quoi ils vont débriefer votre décision ce soir, demain matin, avec tous les journalistes. Et je leur ai envoyé un message. J'aime pas prendre les gens en traître, donc j'ai prévenu tout le monde du vote de notre syndicat. Voilà, en tout cas, les cabinets ministériels sont déjà en branle. Voilà. Ils vont dire qu'on n'est que des gamins capricieux qui nous donnent plein d'argent, et je peux vous le faire, et qu'ils ne pourront plus empêcher toutes les PL de coercition de tomber. Donc ça, ce chantage, ça suffit. S'ils veulent prendre des lois imbéciles qui ne changeront rien, ils le font, ils assument.
On sait que ça sera catastrophique pour le système de soins, mais il y a un moment, ça suffit, quoi. Ouais, Agnès, c'était pas ma question. Non, mais bon, c'est ma réponse quand même. Voilà. Non, la question est la suivante. Bon, alors, vous êtes prononcé officiellement ce soir. On sait que l'UFML s'est prononcé officiellement. Enfin, de toute façon, M. Marty avait déjà annoncé la couleur avant les négociations. Les autres, on n'a pas encore. On attend les résultats dans les prochaines minutes. Mais imaginons que d'autres disent d'accord, on signe. Thomas Fatome, vendredi, a bien précisé que pour ratifier une convention, certes, il faut avoir la règle des 30%, mais il ne faut pas qu'il y ait 50% d'opposition. Si d'autres, imaginons qu'il y a un quorum à 30% qui est atteint, est-ce que vous vous opposeriez officiellement à cette signature ou pas? C'est une question de science-fiction, hein, parce qu'il y a zéro chance que ça arrive. Ceci dit, c'est comme ça que font les autres syndicats les autres années. Ils nous laissent signer et après, ils nous tapent dessus. Donc, écoutez, on aurait 26,50 au lieu de rester à 25. Ceux qui ne veulent pas prendre leur CET ne le prendraient pas. Et puis, on irait négocier quand même. Mais bon, il y a zéro chance que ça arrive. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas qui se cache derrière iPhone. Je vous laisse la parole. Oui, ça doit être moi, Cyril Dupuis, au quotidien du médecin. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Merci. Oui, on sait que MG France avait quand même un rôle central dans cette séquence-là de signature, puisque vous pouviez engager seuls les généralistes. Je suis un petit peu surpris par le vote unanime. Alors, est-ce que derrière ce vote, il y a quand même eu un questionnement, des débats, notamment pour le fait d'aller au règlement arbitral dans le contexte actuel d'inflation? Vous dites on va renégocier, mais peut-être pas avant 2 ans. Est-ce que c'est si simple que ça, que de voter à 100% non à un projet qui mettait quand même sur la table 1,5 milliard? Voilà. Vous me faites rire parce que vous dites la même chose que les tutelles. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'au bureau, nous ne sommes que les porte-parole du syndicat. Vous voyez les têtes qui apparaissent là sur votre écran, qui ne parlent pas parce que la conférence de presse n'est pas conçue comme ça. Ce sont des adhérents à qui on a proposé, des membres du comité directeur, d'être présents. Donc, il faut que vous compreniez que nous ne sommes que des porte-parole. Les retours des départements, elles n'étaient peut-être pas à 100% dans chaque département, mais c'était très, très majoritairement entre 80 et 90% de non dans chacun des départements français. Donc, ce qu'on vous répond là, et on a transmis tous les textes, on a tenu informé au fur et à mesure. Je vous dis, on a eu 3h30 de réunion hier et le vote se clôturait à 17h aujourd'hui. Donc, les échanges, il y en a eu à n'en plus finir, y compris sur nos listes de discussions internes. Mais donc, nous faisons le porte. C'est ça qui doit faire réfléchir tout le monde. Comment ça se fait qu'on nous donne de l'argent et qu'on ne le prend pas? C'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, il n'y aurait aucune raison qu'on ne prenne pas ce qu'on nous donne. On n'est pas fous quand même. Merci Agnès. Alors, Corinne Duhamel. Je réactive le son. Oui, Corinne Duhamel, je suis journaliste à l'agence de presse AEF. Vous dites à l'instant là que ça devrait faire réfléchir parce qu'on nous propose de l'argent, on ne signe pas. Il y a d'autres professions de santé qui ont refusé je pense aux masseurs kinés récemment. Côté des sages-femmes, il y a un des 2 syndicats qui a fait opposition à la signature. Enfin bref, est-ce que vous reliez ces différents refus? Est-ce que vous voyez un point commun par rapport à l'exercice de professions libérales de santé? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun qui il y a un énorme point commun, et pas seulement dans le libéral. C'est la crise de l'ensemble du système de santé. On était les derniers remparts. Vous voyez, je mets l'imparfait. Hein, on était les derniers remparts avant l'écroulement total du système. Donc, l'hôpital, on peut dire qu'il est déjà par terre pour la même raison, parce qu'ils ont appliqué des techniques de DRH du même genre, avec des difficultés, une coercition, une perte de sens des métiers, enfin tout ce qu'ils nous appliquent, un harcèlement au quotidien. Depuis septembre, vous aurez remarqué qu'on est harcelés au quotidien quand même, nous les médecins généralistes, parce que les politiques, ils ont besoin de boucs émissaires et ils ont besoin de trouver des solutions miracles. Donc leur solution miracle, c'est pas compliqué, c'est le mythe de la télémédecine et de croire qu'avec tout ce qui est e-santé, on va résoudre tous les problèmes de santé. Donc ça, c'est quand même doucement rigolo, hein. Et donc on met énormément de moyens là-dessus.
parce que dans le 1,5 million, il faut bien regarder qu'est-ce qui va où. Hein. La perte de sens en imaginant qu'on va découper notre métier en rondelles et que finalement, on peut très bien se passer de nous et tous les autres, ça suffira pour soigner les gens. Enfin, bref, donc c'est l'ensemble du système de santé qui est en crise et il n'y a jamais eu d'investissement sur les soins primaires dans notre pays, d'investissement massif, jamais dans l'histoire. Donc, c'est ça aussi qu'on paye aujourd'hui. On a tenu parce qu'il n'y avait pas de crise démographique majeure, mais en fait, il n'y a jamais eu d'investissement sur les soins primaires. Donc, ce n'est pas étonnant que les autres professions des soins primaires soient aussi en difficulté que nous. Et la technique du gouvernement qu'on a vu s'appliquer avec les médecins, mais qui s'est appliquée avec les autres professions de santé, qui consiste à essayer de diviser. C'est-à-dire qu'on va mettre en rivalité les infirmiers contre les médecins, les infirmiers contre les pharmaciens, les sages-femmes contre les médecins, enfin bref, on oppose tout le monde en les mettant en rivalité. C'est la meilleure technique qu'on a trouvée. Et là, pendant les négociations conventionnelles, ça s'est encore passé. Ils nous ont dit, mais je ne comprends pas que vous ne preniez pas. Vous cochez toutes les cases. Alors, c'est vrai qu'à MG France, un grand nombre de cadres cochent les cases. À titre personnel, moi, si je signe le contrat, mais c'est le pactole pour moi. Mais on représente qui? On représente un happy few ou on représente l'ensemble de la profession? On se bat pour l'accès aux soins de l'ensemble de la population ou on se bat juste pour notre porte-monnaie? Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on va soigner les Français demain. Et donc, effectivement, il y a un point commun, c'est que le président de la République a bien dit dans son discours, et ça, je ne l'ai pas oublié, tout n'est pas qu'une question de moyens. Et quand on n'a jamais mis les moyens avant, eh ben, aujourd'hui, on voit qu'il manque. Hein. Merci Agnès. Alors, on a 2 questions à l'oral et puis ensuite, il y aura une question dans le chat aussi de généralistes. Nicolas Béraud. Oui, bonjour à toutes et à tous. Nicolas Béraud, Le Parisien. J'avais 2 petites questions sur le règlement arbitral. Est-ce que vous pensez qu'il sera très proche de l'actuelle convention qui ne vous satisfaisait pas? Et puis, vous avez dit de nouvelles négos dans les 2 ans à venir. Idéalement, à quelle échéance espérez-vous aboutir à une nouvelle convention? Merci. Ça, le règlement arbitral, ce qu'il y aura dedans ou pas, on n'a plus du tout la main dedans. Donc ça, c'est la CNAM qui va décider. Donc, nous, on travaille bien avec la CNAM. Hein. Ce n'est pas du tout un adversaire, mais sauf que quand ils ont les pieds et les poings liés, je ne vois pas très bien ce qu'ils peuvent faire. Mais dans cette mesure-là, quand même, tout ce qui ne nous allait pas, on a fait bouger certaines lignes. Donc, j'espère que dans le règlement arbitral, ils tiendront compte des petites améliorations qu'on avait réussi à obtenir. Mais ça, on n'a plus du tout la main, donc on verra bien. La deuxième question, c'était? Oui, c'était, vous avez dit des négociations dans les 2 ans à venir. À quelle échéance espérez-vous idéalement une nouvelle convention ou quelle échéance vous semble plausible? Moi, ce que j'espère, c'est que dès que le règlement arbitral est acté, on pourra se remettre autour de la table et recommencer à discuter. Mais comme je vous l'ai dit à la fin de mon intervention, il faut encore que les conditions changent. Si c'est le président de la République qui cadre avec la même vision de la santé, si c'est un ministre qui cadre avec la même vision de la santé, s'il n'y a toujours pas d'argent, je ne vois pas bien ce qu'on peut arriver à faire. Donc, espérons qu'on pourra se remettre dans de meilleures conditions autour de la table le plus vite possible. Et en fait, cette urgence à reprendre la négociation, elle est là pour elle est là pour les médecins généralistes, mais elle est là aussi pour la population, puisqu'on voit qu'on a quand même beaucoup de patients sans médecin traitant. Et donc, cette urgence, c'est vraiment l'urgence pour la population. Tout à l'heure, Agnès, tu parlais aussi de l'investissement des médecins généralistes. Le nombre de patients médecins traitants a augmenté pour chaque médecin généraliste. Le nombre de consultations par jour a augmenté aussi. Donc, ces dernières années, finalement, notre quantité de travail a augmenté. Alors, on va prendre la question de Madame Isard. Oui, bonjour, je suis de l'APM, l'agence de presse médicale. J'ai écouté votre brief aussi vendredi soir et par rapport au vote unanime de ce week-end, est-ce qu'on peut, parce que vendredi soir, vous disiez le fil rouge, c'est vraiment le tarif de la consultation et vous auriez aimé 30 €. Est-ce qu'on peut dire que la trop faible augmentation proposée est vraiment la principale raison de ce vote unanime de ce week-end? Non. Je vais vous répondre de 2 façons. Dans les presque 4 heures de discussion d'hier, le tarif finalement
était assez marginal. C'est la reconnaissance du métier et c'est le fait que le métier ne soit pas attractif. Et dans les citations que je vous ai données, c'est pas ça qui intervient en premier. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si le métier n'est pas attractif, on n'aura personne pour venir nous rejoindre. Il y a 40% de la profession qui fait autre chose. Et demain, ça sera peut-être 50%, 60%, on va tous partir. Les plus âgés vont partir à la retraite, ils ne vont pas s'enquiquiner, et les jeunes, ils vont faire autre chose. Ça commence déjà, hein. Ils ont beau le dénier, parce que les tutelles, quand on leur dit, ils disent, moi non, c'est pas vrai, c'est des effets d'annonce. Mais nous, on a tous des stagiaires, on a tous des étudiants, on voit tous qui se posent la question. Mon propre remplaçant me disant, il avait un projet d'ouvrir une maison de santé à la fin de l'année, me disant, il y a 15 jours, avec tout ce qui se passe, je suis pas très sûre de l'ouvrir, ma maison de santé. Donc ça, on voit ce qui est en train d'arriver. J'ai prévenu tout le monde depuis septembre, personne ne me croit. On dirait que quand j'ouvre la bouche, c'est pour faire du vent. C'est pas du vent, c'est pas des effets de manche, on est vraiment inquiet. Et dans aucun pays du monde, on a pu faire un système de soins sans les médecins traitants. Ce n'est pas possible, ça ne tient pas. Il faut une gradation des soins entre le premier recours, le deuxième et l'hôpital. S'il n'y a pas quelqu'un pour faire ça, s'il n'y a pas quelqu'un pour s'occuper de pertinence et de cohérence des soins, ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Donc, on sait qu'on est incontournable et malgré tout ça, ils essayent de faire comme s'ils pouvaient se passer de nous. Ce n'est pas vrai. Bon, la deuxième réponse que je vais vous faire, c'est que la ligne qui était rouge, elle est devenue écarlate. C'est-à-dire que quand on voit qu'au jour d'aujourd'hui, les spécialistes, ils actent que leur consultation est à 30 €, alors que nous, quand on la demande, c'est comme si on voulait décrocher la lune, en sachant qu'ils veulent la passer à 35, en gardant ce différentiel entre spécialités, c'est inadmissible. Donc la ligne, non seulement elle est rouge là, mais elle est devenue écarlate. Et je rajouterais que les jeunes, les syndicats de jeunes qui étaient observateurs ont particulièrement manifesté cela, surtout avec la 4e année d'internat qui est actée aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est la parole des jeunes aussi qui s'est exprimée à travers leur observation de cette convention, de cette négociation. Eh bien, c'est Élise qui va pouvoir nous commenter ça très bien. Voilà, alors juste avant de te donner la parole, Élise, je reprends la question de Léo Joannol, du généraliste. Comment analysez-vous la manière dont les négociations ont été menées par l'assurance maladie, qui vous a donné le chiffrage des mesures tard, puis n'a organisé que très peu de réunions multilatérales? Y a-t-il un problème de méthode? Là, à la décharge de la CNAM, je dirais qu'on a certains syndicats qui sont autour de la table qui ne respectent pas le processus de négociation. Et comme ils ne le respectent pas, ils nous mettent tous en difficulté. Les autres syndicats comme la CNAM, et du coup, ça conduit à des processus tels que celui qu'on a vu. Et je pense que c'est le mieux qu'on pouvait faire à cause de ça. Parce que ceux qui viennent autour de la table, mais qui savent d'entrée qu'ils ne signeront rien et qu'ils viennent uniquement pour entraver l'avancée des choses, c'est très, très compliqué. Merci Agnès. Alors, on va passer la parole à Élise Frey, la présidente de Réagir. Oui, merci beaucoup de me la donner pour une conférence d'MG France. Je vais juste rebondir sur ce qu'Agnès disait. Donc, effectivement, nous, syndicats jeunes observateurs, étions présents aux négociations. On a soulevé des lignes rouges similaires, c'est-à-dire une inégalité dans le tarif des consultations et une inquiétude quant aux obligations de devoir toujours faire plus alors que 44% de la profession est déjà en burn-out. Nous avons, nous aussi, sondé notre base et nous avons obtenu 800 réponses en 2 jours, ce qui est parfaitement inhabituel pour un sondage syndical, on tient à le dire. 44% des remplaçants se sont prononcés contre, 44% des gens qui ont répondu au sondage étaient remplaçants et 56% étaient jeunes installés. Il y a eu un 94% de sondés qui étaient contre une signature de la convention s'ils avaient eu le pouvoir de la signer. Donc, c'était juste pour vous faire remonter qu'effectivement, les inquiétudes soulevées par Agnès, elles sont réelles. Il n'y a pas d'attractivité actuellement dans cette convention pour des jeunes. On répond tous les jours à des messages inquiets sur les réseaux sociaux et dans nos bureaux respectifs en région. Et donc, effectivement, on partage tout à fait cette inquiétude. Je tiens aussi à dire que nous aussi, nous considérons la CNAM comme un partenaire de discussion et qu'on est absolument consternés de ce choix qui nous est, ce choix que nous n'avons pas à faire, mais qu'effectivement, il faut se poser des questions quand on nous offre
quelque chose et que nous le refusons, c'est des marqueurs extrêmement graves quand même des syndicats comme nous ou comme MG France se prononcent contre. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, Élise. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a une question d'Anne Beaudenot sur le chat. Il faudrait quelle enveloppe complémentaire selon vous? C'est compliqué une enveloppe. Puis je ne vais pas recommencer à discuter, à négocier avec vous là ce soir entre trois. Voilà. Mais c'est vrai que cette histoire de 30 € pour tenir compte de l'inflation, si on raisonne en euros constants, notre consultation à 25 € depuis 2017 devrait être aujourd'hui à 28,30 €. Voilà, en étant à tarif égal. Alors, c'est vrai qu'on a des rémunérations forfaitaires, qu'on a eu d'autres choses. Je n'ai pas dit qu'on n'a que ça, mais quand même, ils nous offrent royalement 26,50 €. Bon, donc il y a quelque chose qui ne va pas et l'inflation, elle va continuer. C'est pour les 5 ans à venir. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ils le savaient depuis l'entrée. Ils le savaient depuis le début. Et c'est ça la contrainte aussi. Obliger des gens, ça évite de payer. Par exemple, une de nos anciennes revendications, c'est le samedi matin de la passer en horaire de PDSA, de permanence de soins ambulatoires. Eh bien, contraindre les médecins à faire de la PDSA, ça évite de changer les horaires, tout simplement. Quand on oblige, ça devient gratuit. Bonsoir, Solène Lehen de France Info. Désolée, j'arrive pas à lever la main. J'ai une question sur les contacts avec l'assurance maladie. Est-ce qu'ils sont coupés ou est-ce que vous avez eu des contacts ce week-end? Et le fait que le ministère nous convie à un brief demain matin, est-ce que ça veut dire que là, ils essayent de reprendre la main au niveau du ministère? Est-ce que vous avez aussi des contacts avec le ministère? Et est-ce qu'il ne serait peut-être pas tenté d'essayer une opération de la dernière chance avant mardi soir avec vous? Non, l'opération de la dernière chance, ça ne passera pas parce que de toute façon, on a suffisamment discuté avec eux. Ils connaissaient nos lignes rouges depuis très longtemps. Ils savaient exactement ce qu'ils veulent. Ils sont capables de vous donner nos revendications de A à Z sans anti-sèche parce qu'ils nous connaissent par cœur. Et on sait qu'on n'aura pas les 30 et on sait qu'on n'aura pas ce qu'on demande. Donc ça, de toute façon, il n'y a pas d'opération de la dernière minute. Par contre, ils essayent de sauver leur image. Donc, ils vont nous charger à fond, en disant que, je vous dis, qu'ils nous donnent plein d'argent, qu'on ne les prend pas, qu'on en veut trop, que la population n'a pas à manger. Sauf que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qui va aller soigner les gens demain. Voilà. Alors, vous avez eu des ceci dit, les contacts avec la CNAM n'ont jamais été mauvais. Ce n'est pas parce qu'on trouve leurs propositions mauvaises et qu'on ne signe pas que les relations sont rompues. Mais sur ce coup-là, on ne peut pas dire oui à leur proposition parce qu'elle n'est pas bonne. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Corinne Duhamel, non? Vous n'aviez pas une main levée? Si, j'ai une main levée. Pour revenir, c'est sur les téléconsultations. Donc, le président de la République avait dit qu'il fallait lever le plafond de 20%. On voit que dans cette proposition de texte conventionnel, on peut aller jusqu'à 50% de téléconsultation pour un médecin. Est-ce que ce n'est pas une façon de prévenir comment dirais-je, la chute du nombre de médecins généralistes, enfin de traitants en tout cas? Est-ce que ça, c'est quelque chose contre lequel vous avez peut-être pas suffisamment protesté? Enfin, comment vous l'accueillez aujourd'hui? C'est nous qui avions demandé les 20%. Et effectivement, je vous dis, c'est ce mythe que la e-santé, c'est ce besoin qu'ils ont d'afficher des solutions alors qu'ils n'en ont pas. Parce qu'ils n'ont pas écouté nos alertes, ils ne nous ont pas écoutés depuis des années. Maintenant qu'on se retrouve dans le mur, il faut afficher des télécabines, des téléconsultations, les plateformes. Les plateformes, c'est la Startup Nation, hein. Donc, effectivement, nous, on n'est pas la Startup Nation. C'est des êtres humains qu'on a dans nos cabinets. Alors, ça peut convenir à des, comme l'a montré le rapport de l'adresse, hein, ça peut convenir à des jeunes urbains CSP+, pas malades, mais ce n'est pas ça qui ira soigner nos patients polypathologiques et vieux dans les campagnes ou dans les villes, hein. Donc, ça, c'est un effet d'affichage, voilà.
Et ce n'est pas quelque chose qui va construire. Au contraire, ça va aggraver notre problème démographique parce que derrière ces télécabines, ces plateformes, il y a des médecins aussi. Et des médecins qui gagnent très, très bien leur vie. On a des annonces à 2 000 € la journée quand même. Il faut que vous le sachiez. Donc, 2 000 € la journée. Quel est le crétin qui va rester médecin généraliste traitant quand vous avez ça à côté? Donc, c'est cet ensemble de choses. C'est pour ça qu'on dit que le remède est pire que le mal. C'est-à-dire que c'est cet ensemble de choses qui va aggraver la pénurie de médecins parce qu'on met tout sur le soin non programmé. En PACA, il y a 60 centres de soins non programmés qui ont ouvert. Donc, il y a forcément des médecins aussi. S'ils étaient installés comme médecins traitants, c'est tous les gens qui auraient des médecins traitants en plus. Donc, on vide la profession parce qu'elle n'est pas attractive vers des pratiques de ce type qui correspondent à du one-shot et donc à de la médecine dégradée, je dirais, puisqu'elle ne prend pas en compte la globalité du patient et ni son parcours, ni sa vie, enfin tout ce qu'on fait en médecine générale. Et donc, il y a tout un bout de la profession qui va vers là. Il y a des gens qui vont partir à l'étranger, les jeunes en particulier probablement. Les plus âgés vont partir et il y en a qui vont être salariés. Et puis, il n'y aura plus personne pour soigner les gens. Voilà, on se retrouve là-dedans. Et à côté de ça, on veut nous faire passer pour des enfants capricieux. Okay. Merci. Hop là. Léo Joannol du Généraliste demande: allez-vous continuer à manifester main dans la main avec les autres syndicats? Quel serait le mot d'ordre? Qu'allez-vous défendre? Alors ça, c'est une première question. Et puis ensuite, qu'allez-vous défendre comme tarif de consultation de base? Alors sur la première question, quelle est la suite du mouvement? Tu as déjà répondu tout à l'heure, hein, mais Agnès, là pour l'instant, déjà, voilà, on accuse le coup, entre guillemets, de cette décision du comité directeur, cette décision vraiment unanime. Et donc, on va continuer à discuter à l'intérieur du syndicat et avec les autres syndicats dans les jours à venir sur la suite de l'action. Et peut-être sur la deuxième question, qu'allez-vous défendre comme tarif de consultation de base? Même dans la première, je pense que vous avez bien entendu que j'ai parlé du déconventionnement. Nous ne pouvons pas, au jour d'aujourd'hui, aller sur des revendications de ce genre-là. Ça serait complètement délétère pour la santé de la population et nous sommes toujours opposés à une médecine à deux vitesses. Si les médecins commencent à promouvoir ça eux-mêmes, ça va pas du tout. D'autant plus que ça va avec une financiarisation qui était rampante, mais là, ça risque de l'accélérer. Et on a vu en Espagne les effets délétères que ça avait. Donc, il est évident qu'il y a des lignes politiques qui, là, vont se séparer où nous ne pourrons plus défendre les mêmes revendications. Le tarif de base, on vous l'a dit, c'est 30 €. Donc, ça fait 6 mois que je le dis à tout le monde et que personne ne croit que je parle vrai. Donc, ça reste 30 €. Mais c'est 30 € sans condition, sans carte à cocher. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, je ne vois pas d'autres questions de journalistes. Agnès, tu veux rajouter quelque chose? Écoutez, pour nous, c'est quand même quelque chose d'historique parce que je pensais que les gens ne souscriraient pas à cette convention parce qu'on ne la trouvait pas bonne, mais un rejet massif à ce point-là et des réactions virulentes à ce point-là, ça prouve la profondeur du divorce entre la profession et le politique et une incompréhension mutuelle. Donc, je m'inquiète beaucoup pour l'avenir et l'accès aux soins de la population. Ce n'est pas quelque chose de fin, parce que vraiment, nous, c'est notre objectif prioritaire, hein, au-delà de la défense de l'intérêt de la profession. Et j'espère qu'on va pouvoir trouver des solutions pour que tout ne s'effondre pas très vite, parce qu'on n'en est pas très loin. Hein. Merci Agnès de ces réponses. Donc, suite à la décision du comité directeur d'MG France de ne pas signer le texte conventionnel, on vous donne rendez-vous bien sûr sur les réseaux sur lesquels nous diffuserons, nous allons diffuser donc tous ces verbatims dont Agnès vous parlait tout à l'heure, hein, tous ces retours de médecins exprimés sur nos listes ou lors de la visio d'hier, la visio avec les adhérents.
Et puis, bien sûr, on vous donne rendez-vous les prochains jours pour la suite de cette saga des négociations conventionnelles. Bonne soirée à tous. Et on est à votre disposition, bien évidemment, si vous avez des questions ou si vous voulez nous joindre. Bien sûr, sur le site d'MG France, vous avez les coordonnées des différents élus du bureau pour des interviews. Merci, bonne soirée. Merci Agnès. Merci. Bonne soirée.